commencer. On va passer en 2 temps, peut-être même 3. On va d'abord partir sur les bases du gross marketing, donc expliquer ce que c'est, d'où ça vient, notre méthodologie de travail, notre façon de voir les choses. Et ensuite, on va voir d'une façon un peu plus pratique comment ça peut servir en business, c'est-à-dire avec des démonstrations tout simplement et peut-être des échanges avec vous sur chacun de vos projets, peut-être pour que ce soit encore plus contextualisé et compréhensible. Parce que ma façon de parler, des fois, c'est un peu comme un guide, donc j'ai des termes un petit peu englobés, mais ça va aller, ça va bien. Je l'ai pratiqué 6 mois, donc si vous ne connaissez pas, vous me demandez des choses. Allez, on y va. Alors, les bases du growth hacking. Qu'est-ce que le growth hacking? Je vais partir d'abord de la première définition. 2012. Il y a un gars qui s'appelle John Ellis qui avait remarqué que la plupart des grosses startups dans la Silicon Valley à succès avec plus ou moins la même méthodologie, la même façon de travailler, qui était une façon de travailler de façon très itérative, avec une stratégie basée sur l'expérience client en générant la data. Générant la data à travers différentes étapes, que l'on va voir bien évidemment après. Mais le gross marketing, je pense qu'il y a autant de définitions de gross marketing que de gross marketer, que de gross hacker. La mienne, en tout cas, c'est une science. C'est une science basée sur le marketing, le no-code, donc un petit peu technique et la vente, qui permet, à travers une méthode itérative, donc beaucoup de tests, de chercher la performance, de chercher la croissance durable, à moindre coût, en moins de temps possible. Donc une fois qu'on a cette base-là, on essaye de développer différentes compétences, différentes techniques, pour ma part des robots, dont je pourrais vous montrer par la suite, qui m'aident à faire les choses beaucoup plus rapidement et à chercher la croissance, à hacker, comme on dit, la croissance le plus rapidement possible et de façon durable. Un petit constat. On a remarqué qu'au cours des 15 dernières années, on va dire dans l'ancien monde, la plupart des entreprises, des grosses entreprises, étaient là depuis pendant et la une espérance de vie entre de 75 ans. Ils étaient duré beaucoup plus longtemps. Depuis l'avènement du numérique, des startups, des grosses des GAFA et des grosses startups que l'on vient voir, on remarque que celles qui ont la plus forte croissance sont celles qui font le plus de tests. Celles qui font le plus de tests, donc c'est-à-dire celles qui suivent justement cette méthodologie grosse, d'où vient justement cette façon de travailler un petit peu différente. De façon plus simple, on va dire grosse marketer. Moi, mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais. Donc je dirais plutôt que c'est un marketing vraiment plus poussé vers la vente. C'est un marketing qui fait vendre, on va dire, de façon plus claire, plus directe. Et personnellement, ça correspond au background, parce que j'avais également des expériences purement en sales avant, purement en marketing digital avant, mais il y a eu une petite remise en question en 2015-2017 où je trouvais justement mon parcours un petit peu trop linéaire. Et peut-être dans votre façon d'appréhender le marketing que vous faites pour vos différents projets de façon peut-être un peu linéaire, de façon un petit peu bon, j'arrive pas à voir quand est-ce que les choses changent. Et la méthodologie grosse justement a permis pour moi de voir concrètement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, éliminer ce qui ne fonctionne pas, et arriver dans une entreprise et dire que 60% des choses que je vais faire ne vont pas fonctionner. C'est un constat de départ. Dans le cours, c'est-à-dire quand je me base sur des itérations, des tests, la première chose que je cherche, ce sont les choses qui ne fonctionnent pas. Donc pour ça, je fais beaucoup de tests, donc 60% de mon temps. Et je suis payé à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Mais quand je trouve ce qui fonctionne bien, c'est là que ça fait une différence et que ça crée un impact. Et c'est ça ce qu'on recherche systématiquement à travers le cours, c'est avoir un impact dans l'entreprise. Le mindset donc, du gros, c'est systématiquement chercher cette croissance, chercher à produire des données, que ce soit quantitatives, qualitatives, on va le voir, sur différentes phases de l'entreprise et tout de suite éliminer ce qui ne fonctionne pas. Quand par contre on touche quelque chose qui fonctionne à travers justement une multitude de tests, c'est là que ça commence à être intéressant. J'ai pris l'exemple de Jeff Bezos, en vrai j'aime pas trop à chaque fois qu'il y a des exemples avec les grands, que ce soit Jeff Bezos ou le patron de Tesla, parce que c'est un petit peu too much, voilà, on est très loin de nos réalités. Mais c'était intéressant parce que ce gars est vraiment obsédé par les expérimentations. Et c'est simplement cette façon de voir les choses, cette méthodologie qu'il faut essayer de dupliquer dans chacun de nos projets. Un exemple de la façon dont on travaille en termes de grosses. L'ancien monde, moi qui travaillais en agence vidéo préalable, où on avait des budgets relativement importants pour faire des campagnes, notamment de publicité, que ce soit des campagnes digitales, que ce soit des campagnes en physique.
parfois vous voyez dans les rues, un petit peu partout, etc. On nous donnait un budget, on faisait des publicités. On lançait le budget, je vais que ce soit 100 000 francs ou 1 million d'euros. On lançait le budget sur justement une audience, un type de message, un type de canal, et on lançait le budget. La façon de travailler aujourd'hui est gros, c'est d'être une expérimentation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je ne peux lancer un budget total comme celui que vous voyez à gauche, sans être sûr d'avoir fait les tests, de savoir si ma proposition de valeur fonctionne, mon message est bon, mon canal est bon, et il correspond justement à la cible. Okay. Donc, à gauche, l'ancien monde, à droite, le nouveau monde, donc justement dans les expérimentations. Yes, c'est pourquoi c'est ça fonctionne. À droite, les expérimentations. Pour être très clair et très précis, expérimentation, ça peut être tout simplement changer une proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est ce que vous faites. Ça peut être changer un canal, ça peut être changer une audience, ça peut être changer un bouton, la couleur d'un bouton pour cliquer. On teste systématiquement ces choses-là. Ma façon de travailler. La façon de travailler est très simple. Prends ma place. Oui, c'est vrai. La façon de travailler justement est très scientifique. On a un petit peu pris, nous les marketeurs, la façon de travailler des développeurs, où on travaille en sprint, c'est-à-dire en période de temps, de 2 semaines, 3 semaines, où je fais une expérimentation, je la lance sur une audience, je lance une publicité, je lance une campagne, une enquête de déclencher des ventes sur un sujet, ça peut à peu près 15 jours, 3 semaines, je regarde toute la data qui est produite, et ensuite je regarde où j'élimine. Plus souvent j'élimine, et ce qui fonctionne bien me permet de passer à l'étape suivante, donc de scaler, de passer à l'échelle, et donc de tester mon budget sur ce qui fonctionne tous. Donc voilà, en une slide, vraiment la méthodologie grosse qui est intéressante pour vraiment illustrer notre façon de travailler. Est-ce que tu peux par contre passer sur les slides? Ok. Là, c'est assez rapide, c'est simplement pour vous illustrer. Toutes ces sociétés que vous connaissez tous font énormément d'expérimentations par an. Moi, comme je vous disais, sur des startups, je travaillais en startup et en scale-up. Scale-up, c'est donc des startups à forte croissance, hein, à 20-30% de croissance par an. Où moi, en tout cas, je faisais des expérimentations tous les 15 jours, 3 semaines. Pour vous dire, c'est ce nombre d'expérimentations qu'elles font par an qui leur permet vraiment d'éliminer ce qui ne fonctionne pas. Même quand on est sur des exemples comme ceci qui fonctionnent bien, les expérimentations ne s'arrêtent jamais, car la croissance, les impératifs de croissance sont importants. Ça, c'était... Yes. Ok. Là, c'est une blague de geek. Qui correspond en fait à notre façon de travailler, qui est la méthodologie. Alors, à chaque fois que je rentre dans une société, on me demande de faire mon plan marketing, de définir comment je vais travailler. Je dissèque ma stratégie avec le A. Sauf ce que j'ai déjà vu, est-ce qu'il y en a qui savent un petit peu à quoi ça correspond, ces choses-là? Non? Ok, très bien. Ouais, la slide suivante, c'était ça. Le A est en fait notre méthodologie de travail où on va disséquer notre stratégie à travers 6 étapes. 6 étapes. La première, c'est l'awareness. Donc, l'awareness, l'acquisition, l'activation. Donc, vous reprenez donc les 3 A. La rétention, le référage et la recommandation et le revenu. Ces 6 étapes sont clés, mais elles ne sont pas nécessairement dans ce sens pour tous les business. À voir en fonction donc, du business et de son activité. Quelles sont les étapes qui sont importantes, dans quel sens on va les mettre. Mais il est intéressant de suivre ces différentes étapes et d'avoir justement des thèses, des expérimentations sur chacune de ces étapes pour être bien sûr de savoir ce qui fonctionne ou pas au niveau de votre business. Si par exemple un client arrive vers moi et me dit j'arrive pas à vendre, le chiffre d'affaires décolle pas, je vais tout de suite regarder à quelle étape où est le problème. À quelle étape est le problème? Ça peut être au niveau de la rétention. Il y a énormément de leads, énormément de prospects, mais on n'arrive pas à les... peut-être au niveau de l'activation, à les convertir. Il y a beaucoup de prospects, mais je n'arrive pas à les passer en clients. Ça peut être au niveau de la rétention. J'ai beaucoup de clients qui signent, mais j'en ai à chaque fois la moitié qui partent. Donc il y a un souci au niveau de la rétention, et donc le gros marketeur va regarder sur chacune de ces étapes où est le problème.
L'awareness, pour décrire, c'est donc simplement, là j'ai pris l'exemple d'un funnel SaaS, c'est-à-dire SaaS, un produit qu'on a à la demande de type Netflix par exemple. Je paye, je consomme, je peux m'arrêter, je ne paye pas, etc. Donc l'awareness, c'est simplement votre prospect ne connaît pas votre proposition de valeur, il ne sait pas ce que vous faites et vous cherchez simplement à lui mettre votre proposition de valeur, votre business en face des yeux. Donc c'est des objectifs de visibilité. Donc par exemple, visiter la page d'accueil. L'acquisition, c'est le moment où je cherche à ce que votre prospect, qui vous ne connaissez pas au préalable, fasse un pas vers vous. Le pas vers vous, ça peut être laisser un email, ça peut être demander une démo. L'activation, c'est le moment où ce prospect arrive à le faire basculer en client. C'est le moment clé. C'est-à-dire, il a un contrat signé, j'ai une démo et le prospect me dit les mots magiques, comment on fait pour aller plus loin. Il a envie de signer, il a envie d'aller plus loin, et là il n'est plus prospect, il est devenu client, et on verra à l'instant comment ça se traduit de façon concrète. Rétention, ça je vous avoue que c'est une problématique pour beaucoup de startups, quand même je dirais un peu plus matures, qui ont pas mal de clients, et la difficulté c'est de les conserver. Donc là il y a un hic au niveau de l'expérience du produit, il y a un hic au niveau de l'usage, très concrètement, mais ça coûte beaucoup plus cher de perdre un client que d'aller en chercher un autre. Donc ces problématiques de rétention sont importantes et on travaille là-dessus également. Le referral, c'est on doit systématiquement capitaliser sur les clients que l'on a existants. Et donc la question que je me pose en tant que grosse marketeur, c'est comment je fais pour que mon client m'en ramène d'autres. Et donc on met en place des techniques pour qu'un client m'en ramène 2, 3, etc. Et le revenu, je vous avoue qu'on ne touche pas au revenu dans la plupart des startups. Mais on peut avoir des tests, à savoir sur le business model, à savoir si l'abonnement, le one-shot, sur différentes méthodologies de revenus, qui peuvent faire bouger le chiffre d'affaires de l'entreprise. L'important dans ces méthodologies, moi, je pars toujours du principe que je ne sais rien, je ne sais pas. Donc systématiquement, je cherche systématiquement une métrique dans chacune de ces différentes catégories. Et il y a toujours, généralement, quand on se penche sur votre business, une métrique qui a plus de sens qu'une autre. Est-ce que c'est le nombre d'impressions? Est-ce que c'est le temps passé sur la page? Si jamais, par exemple, j'ai beaucoup de contenu et je sais que les gens ne comprennent pas, je vais me dire, bon, ils n'ont peut-être pas tout lu, donc le temps passé sur la page est peut-être un indicateur de que ça se passe bien. L'acquisition, le taux d'acquisition, le nombre d'inscriptions, le nombre d'emails que j'arrive à récolter, l'activation. Donc systématiquement, ma stratégie dans laquelle je pars du principe que je ne sais pas, c'est que c'est la data qui me pilote à chaque instant. Mais c'était très pénible parce qu'il savait tout. Il savait tout, et moi je pars du principe de qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je ne sais pas? Est-ce que tu penses que je ne sais pas? Et je ne sais pas. Je crée d'abord la donnée pour ensuite prendre mes décisions. Et sans ça, j'ai quasiment beaucoup de chances de me planter, de partir sur quelque chose qui ne correspondra pas. Ça, c'est un funnel SaaS. Ça, tu peux la semaine suivante, ça peut. CTR, c'est bon. Pardon? CTR. Click to rate, tu l'as vu à quel niveau? C'est de l'activation. Awareness, ok, c'est le nombre de fois où en fait click to rate, c'est tout à travers la cible. C'est-à-dire, tu cliques sur la pub. Je vais regarder donc, au niveau de la page si elle est performante ou pas, s'il te permet de passer de l'awareness à l'activation. Voilà. Pour un site e-commerce, le funnel a plus ou moins les mêmes étapes, mais elles sont de même moins, on va dire, c'est pour la vie. Vous devez passer de la page produit à l'acquisition. Vous savez, trouver un produit et vérifier la taille. Quand on a un site e-commerce, on voit les gens bidouiller les tailles, donc à travers la donnée, à travers la data. On comprend quelque chose qui se passe bien. Si par contre on n'arrive pas à l'activation, c'est-à-dire que par exemple il n'y a pas d'achat concrètement, il y a un problème qui n'est pas au niveau de l'awareness, mais au niveau de l'acquisition et de l'activation. Et là je vais faire des tests pour justement essayer de voir ce qui fonctionne pas. Est-ce qu'il manque des détails? Est-ce que les couleurs ne sont pas les bonnes? Pourquoi justement mon prospect va chercher et arrive à justement avoir cette expérience avec moi et ne va pas plus loin? Donc vous voyez, j'essaie à chaque fois de focaliser les tests sur ce qui peut fonctionner ou pas, et gagner systématiquement même des petits points, vraiment des tout petits points de conversion, des tout petits points de croissance pour que sur la masse de clients, on arrivera à avoir quelque chose. Le last one, Stan, s'il te plaît. Tu prends le last? Ah, je prends
formidable. Ah, mais je t'attends, tu vois. App mobile, je ne sais pas si il y en a qui sont lancés sur l'app. Sur les apps, c'est un petit peu différent. C'est très basé sur la data. Il y a des super outils comme Mixpanel notamment, qui permettent vraiment d'analyser le comportement de l'utilisateur avec la donnée, qui fait qu'on sait systématiquement ce qui fonctionne dans une app ou pas, notamment au niveau du parcours utilisateur. Ce qui est intéressant dans les apps, c'est que comment savoir, par exemple, ce que un consommateur basé au Sénégal qui utilise très bien l'application, pour un utilisateur, par exemple, basé au Sénégal, utilise très bien l'application, et j'en ai un ici en Côte d'Ivoire où ça ne fonctionne pas trop. Je vais faire en sorte que vous savez, quand vous téléchargez une application mobile, vous pouvez rester dans l'escalier. Merci. Quand vous êtes dans l'escalier, ça fait plus. Par exemple, vous savez, quand vous téléchargez une application mobile, souvent vous avez pas mal d'applications de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, la première chose que l'on vous dit quand vous arrivez sur Insta ou c'est Facebook à l'époque, c'était rejoignez ou envoyez un email à 3 à 5 personnes tout de suite. Parce qu'on a remarqué que si jamais vous vous inscrivez sur un réseau social et que vous connaissez personne, vous allez fuir. Netflix, par exemple, on sait dès le premier mois que si vous ne consommez pas 3 à 5 films, vous allez quitter l'application. Donc on prend systématiquement en fait, les données de l'utilisateur des meilleurs, on va dire ceux qui font le parcours idéal, le bon parcours, et on cherche à justement reproduire cette expérience data sur les autres. Donc pour ça, on suit encore une fois ce même funnel, mais en recherchant les data qui fonctionnent bien, qui nous permettent de chercher la croissance en dupliquant une expérience par rapport à ce qui l'application qui a fait un boom là, pendant le confinement, où on parlait à des podcasts en live. Clubhouse, exactement. Clubhouse, c'était quoi la première étape de Clubhouse? Question à 1 million. C'était quoi là? Quelle était la première étape dans le funnel de Clubhouse? Avoir un compte Instagram, non? C'était un referral parce qu'il fallait être coopté par les gens. Donc vous voyez les efforts d'acquisition de Clubhouse qui avaient bien marché, hein. Ça fonctionne très bien, en plus c'était un pour vous. Il fallait être coopté par quelqu'un. On ne pouvait pas s'inscrire directement, donc ça créait également psychologiquement une peur de louper le truc. Mais la première étape, c'était le référent. Et ensuite, il n'y avait pas de dépenses de marketing, mais leur truc à eux, c'était le référent en premier lieu. Donc c'est pour ça que le funnel, il y a vraiment un funnel, je dirais, en fonction de chaque business, et c'est pour ça qu'il faut analyser justement voir là où ça fait mal. Mais eux, c'était une idée de génie parce que donc, ça leur a permis d'acquérir énormément d'utilisateurs très rapidement parce qu'on avait tous envie d'y être, parce qu'on n'était pas limité. En plus c'était méchant parce qu'ils mettaient la date de ceux qui étaient déjà là depuis 3 mois. Et on avait vraiment besoin de faire quelque chose. Et surtout, c'était un génie, je pense, à mon niveau, parce qu'il n'y avait pas de dépenses de marketing pour chercher un nouvel utilisateur. C'était chaque utilisateur qui faisait le taf de recherche, on allait en chercher d'autres. Et ça, c'est en termes de revenus, c'est magnifique. Ils ont eu un gros problème de rétention, parce que mais ça, c'est clair. Là, c'est le cycle de vie client de façon, je vais essayer d'être un peu plus, ce sont les étapes en tout cas dans lesquelles je vous invite à faire passer vos prospects et vos clients. Donc on visite le site, on découvre votre proposition de valeur, on cherche à acquérir le prospect, on travaille sur le prospect à travers différentes méthodologies. On cherche justement à le faire devenir client, à le faire payer concrètement, à le garder, comment on fait pour le garder. Donc là c'est beaucoup lié au niveau du produit, au niveau de l'usage et au niveau des retours que peuvent avoir vos prospects. Et le référent, c'est mon client il revient souvent comment je fais pour que à partir de ça, je vais chercher donc d'autres clients. Là c'est un petit peu, vous avez vu, c'est un entonnoir. Je pars toujours du principe que si là où j'en mets 100, on ne va pas arriver en dessous, j'en aurai peut-être 5, 10, et je serai très content. Il y a toujours énormément de pertes. Mais la première étape est super importante. La phase d'awareness, où on constate quand même que beaucoup de business perdent des clients au niveau de l'awareness pour arriver à l'acquisition. Vous avez tous un projet en tête, vous avez tous une boîte sur laquelle vous travaillez. Là, je vais vous faire un petit test. Yes. Je vais vous faire un petit test qui va vous montrer, encore là aujourd'hui j'ai pris quand même des bons exemples. C'est ce qu'on appelle le 5 second test, où
sur cette étape-là, au niveau de l'awareness, il y a beaucoup de clients, beaucoup de prospects qu'on arrive à aider très rapidement à gagner des petits points de croissance. Donc je vous invite à faire ce test sur votre proposition de valeur, sur votre entreprise, où très rapidement, on arrive à gagner des points de croissance simplement avec 2 questions. La première question, en fait, 5 secondes test, pourquoi? Quand on arrive sur un site internet, la psychologie, l'humain, on soit tellement surchargé d'informations, on va partir du principe qu'on ne reste que 5 secondes sur une proposition de site internet avant de passer à autre chose, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas compris ça. Et je vous invite à répondre à 2 questions. La première, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'il fait? Et la deuxième, pourquoi lui et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, ce site-là, cette entreprise-là, me propose cela, et pourquoi je ne vais pas aller chercher quelqu'un d'autre? Donc là, je vous ai préparé 5 sites internet. J'en ai pris d'autres la dernière fois, et je vais rester sur chaque slide 5 secondes. Je vais l'enlever, et vous allez me dire à chaque fois ce qu'ils font, et éventuellement pourquoi eux, et qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres. Okay? Et si vous arrivez à vous poser ces questions sur votre business, vous allez grappiller des petits points de croissance très rapidement, très facilement. Excuse-moi, Gaël, tu peux juste répéter la consigne? Je répète la consigne, c'est un 5 secondes test, 5 minutes test de 5 secondes, où on doit répondre à 2 questions. Là, je vais vous mettre le site internet pendant 5 secondes. Vous devez me dire ce qu'ils font, leur proposition de valeur, leur métier. Et deuxièmement, vous devez répondre à la question suivante, pourquoi eux? Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est des qui? Nom de la boîte? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Transfert d'argent. Ok. Transfert d'argent, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est un concurrent de transfert de Western Union, par exemple? D'homme payant, non, Revolut. Revolut et. Ouais. L'épargne, on a les placements d'argent. Tu as compris quoi? L'épargne. L'épargne? Ok. Quelqu'un d'autre a compris l'épargne? 2. Ok. Qui dit. Vous m'avez dit quoi, transfert d'argent? Vous m'avez dit, levez la main simplement, juste rapidement comme ça? Ok. Ok. Mais il y en a 2 qui m'ont dit que c'était l'épargne. Ok. C'est super, j'adore. Parce qu'en fait, on se rend compte que là, on est quand même 10. Il y en a 2 qui n'ont pas compris la proposition de valeur. Cette startup, elle a fait des millions. Elle marche super bien en UK. Mais on voit quand même que sur 10 personnes, j'en perds 2. Ça peut aussi. Peut-être qu'ils veulent vraiment épargner. Ok. C'est pas très clair. Je suis d'accord avec vous, c'est justement ce qu'on va chercher. On va chercher systématiquement sur un exemple simple. La startup, elle marche super bien. Mais il y a systématiquement des petits points de croissance à aller chercher. Maintenant, si je vous demande, il y a des tests, pourquoi eux et pas nous? Pourquoi eux, vous avez des boîtes qui font de l'argent au projet? Pourquoi je travaillerai avec eux? T'as dit c'est censé, mais c'est marqué où? Économiser, c'est en tout petit. D'accord avec toi. Quand il dit en tout petit, bien évidemment, j'ai envie d'en synthèse pour le mettre en plus gros. Quand on parlait d'épargne, j'ai envie de comprendre pourquoi justement à ce niveau-là, il y a un truc qui ne va pas. Okay. Mais si jamais je dis pourquoi eux et pas un autre, en vrai, je sais pas. C'est pas marqué en tout cas ici. Il n'y a pas de. Tu l'as vu? Il y a des frais des trucs cachés. Ouais, mais tu l'as vu ça en 5 secondes ou tu l'as vu maintenant? Tu as été surpris quand tout le monde a dit le nom de la boîte parce que c'est caché, c'est vraiment plus petit. Ouais, c'est caché, c'est petit. C'est vrai que moi j'ai essayé et avant ils s'appelaient TransferWise, donc c'était, ils ont changé de nom là, j'ai vu, donc c'est ça qu'on disait, ouais, j'ai pas compris. Ouais, c'était biaisé. On va passer à un autre site internet, pareil, je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu la confusion? Alors, échange de maison pour les vacances. Donc, est-ce qu'il y a encore
pense qu'il faut autre chose. Oui. Non, j'étais sur Non, tout le monde est d'accord là-dessus? Oui, oui. Pas forcément pour les vacances, échanger. Pas forcément pour les vacances. Change de maison. Change de maison, mais pas forcément. Ok, d'accord. Et pourquoi? Change de mari aussi, surtout. Tu déposes ton gars, prends ton gars. Si maintenant je me demande pourquoi j'ai changé ma maison avec eux et pas un autre site, est-ce que vous arrivez à me dire pourquoi? Est-ce que vous l'avez dit déjà en cette semaine? Non. Donc là il y a un truc intéressant. Exactement. Alors il y a deux choses. Là rapidement, il y a deux choses. La première, que vous avez tous vu en tout cas la bonne proposition de valeur. Mais a priori, je peux l'améliorer parce que tu m'as dit que pas forcément en vacances. Donc en effet, si jamais je suis dans l'optique de louer une villa comme celle-ci, ben, je peux peut-être la trouver sur ce site-là, c'est justement, on me signifie tout de suite que c'est possible. Ok? Et ensuite, si je me dis pourquoi eux et pas un autre, c'est marqué en petit. Ils sont 150 000 adhérents, ce qui est cool. Ils n'aiment pas se lancer. Ils sont dans 147 pays. Et tous les 2 minutes, c'est la même. Donc en fait, j'arrive à me dire là rapidement que je peux peut-être mettre plus gros le fait que c'est pas tout le monde qui l'avait lu, il y avait 145 pays, que justement je peux aller partout dans le monde, ok, qu'il y a un change les 2 minutes, donc quelque part le site est fiable, allez-y. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait directement. On est bien parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est des bookings de vacances et ils sont disponibles sur toutes les autres plateformes. Airbnb, Booking.com. Je suis bien avec ça. C'était ça. Non. Pourquoi Pourquoi là ils ont fait une technique simple, rapide, efficace, on a mis tous les nouveaux éléments là-bas, ici au même endroit. Si je vais me lancer, je n'ai pas tous ces nouveaux. On triche dans les mettre. Mais en tout cas, j'arrive à montrer qu'il y a une certaine crédibilité dans mon offre. Tout de suite, une 5 secondes, j'ai compris ce que je fais. Vous comprenez ce que je fais et pourquoi je suis meilleur. Je pense que depuis le début, c'est le meilleur site qu'on a vu. En tout cas, il n'y a pas trop de. En tout cas, pour moi, systématiquement, quand je vois ça, je me dis si je bosse avec eux, je vais avoir de l'impact assez rapidement, assez facilement, que par exemple sur lui, il va avoir plus de mal, il va avoir plus de okay. Mais comprenez bien, quand on est par exemple 10 et qu'il y en a 2 qui ne l'ont pas, c'est 20%. C'est de la croissance à aller chercher, c'est du chiffre d'affaires à aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5. Ils font quoi? Solution de paiement. Les ados, on est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi? Parce que il y a plein de marques. Moi, je l'ai mis parce que ça peut rester. Je l'ai mis parce que pour moi, c'est un super exemple. Tout de suite, il me demande mon email pour tout de suite m'activer, passer à la phase d'après. J'ai tous les logos qui défilent, il faut vraiment faire la de pas le voir. C'est de la finance, donc on se met toujours cette notion de risque quand on fait de l'argent. Donc il y a. Ça fonctionne bien, j'ai bien aimé cet exemple. Exactement, il y a les deux alors donc nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Ils font quoi? Banque privée suisse. Ok. Pourquoi? Parce que la sécurité, parce que c'est la Suisse tout simplement, là, comment ça marche, la protection des capitaux, etc. On est en sécurité avec eux. Je suis d'accord, et en effet, ils ont utilisé toutes les choses un petit peu. Bon, déjà, le ski, on m'a dit en cas suisse, on est d'accord avec les images de cette véhicule, avec le drapeau là en haut. Je ne suis pas sûr qu'avec le drapeau chez moi, du Congo, ça aurait fonctionné également. Et j'ai aucun privé à leur famille, donc on voit justement toujours cet aspect justement où on cherche à toucher les key points en fait, en tout cas par rapport à la psychologie du client. Quand je rentre dans une banque privée, je pense en effet à ma famille, l'aspect sélectif d'être privé. Dernier exemple, on arrête là. Vous avez compris comment aller chercher des points. Ils font quoi? 1, 2,
2, 3, 4, 5. Là, ils font quoi? Des accessoires Nike. Tout le monde connaît Nike, donc il est de moi, c'est pas grave. En tout cas, pourquoi je vous l'ai mis? Parce que ça fait 40 ans qu'ils font de la publicité, ils ont plus besoin de se présenter. Exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Si vous êtes pas Nike, vous avez du travail à faire. Donc, vous avez du travail à faire, soit pour attraper 40 ans de publicité, soit tout simplement essayer d'être clair dans votre proposition de valeur et vous demander pourquoi. Ben, pourquoi moi je fais des choses de Tu veux? Tu veux? Ok. On va tester un site en live. Le site de CNM. Ah bon? Je démarre. Je sais pas. Oh non. On est bon sur l'URL, c'est ça? Ouais. Ok, tu vas pas là? Non, il y a un autre Oui, non. Vas-y, c'est à l'avant. Ah, ok, donc celui-là, je ne vous le mets pas à deviner, je vais pas vous l'expliquer, parce que c'est quelque chose qui est peu connu et je pense qu'il gagne. C'est le premier cadeau qu'on fait dans la masterclass, c'est un site qui s'appelle Usability Hub. Ce site permet, je crois, en tout cas pour 20 ou 30 euros, c'est pas la mort. Ça permet en fait de récupérer par exemple la première section là où je vous faisais deviner la proposition de valeur d'un site et les 5 secondes. Vous la prenez, vous la screenez avec votre site internet. Vous pouvez le poser sur Usability Hub et vous avez 100, 200, 300 en fonction de votre portefeuille des gens qui vont répondre à cette question. Pour vous. Quelque part, il n'y a pas besoin d'être en live pour avoir justement des avis utilisateurs sur votre proposition de valeur. Et bon, on va pas se mentir, c'est difficile d'avoir une unanimité, d'avoir un 10 sur 10, ça c'est vraiment sur un truc très clair et très simple. Moi je considère que je suis de 8 sur 10, c'est bon, on peut aller live. Mais vous pouvez voir que sur des idées simples, on perd des 20%, des 30%, et c'est beaucoup d'argent en fait quand on y réfléchit. Et pourquoi envoyer énormément de publicité sur une proposition de valeur qui n'est pas claire? Et on sait si les gens le testent plutôt par ordinateur ou par mobile, ouais, tu peux choisir justement différentes audiences, différents pays, desktop, mobile. Et là, je vous ai parlé pour tester la landing page, mais vous pouvez tester également les sites internet, les applications mobiles, etc. Et ça permet justement d'avoir des données sur lesquelles se baser avant d'aller live et justement aller chercher en modifiant rapidement votre proposition de valeur ces petits points de croissance qui font du bien. Voilà pour le test. Grosso modo, il termine donc sur les bases du gross. L'objectif systématiquement, c'est ça. Si je cherche à produire de la donnée quantitative et qualitative. Quantitative, quand par exemple j'avais 20% de personnes qui n'étaient pas d'accord avec ma proposition de valeur. Qualitative, quand par exemple on voyait qu'il y avait des audiences peut-être qui n'étaient pas ciblées, quand on disait pourquoi que en vacances, pourquoi c'est écrit en petit, en grand. Donc ça, ce sont des avis qualitatifs qui me permettent d'aller chercher des petits points de croissance qui font la différence. Reste là. Du coup, je vais reprendre le micro et rebondir sur l'expérience que j'ai eue avec toi et elle, sur 2 petites secondes, que vous compreniez ce qui vient de vous expliquer, ce que ça veut vouloir dire dans la vie d'un entrepreneur qui, lui, a ses avis, mais n'a pas la donnée. Dans mon expérience passée, je suis expert digital pour Publicis, je suis formateur pour une grosse régie qui s'appelle Solocal en France. Donc le digital, pour moi, je connais. Et je tombe sur Gaël qui me dit on va faire des trucs qui ne marchent pas. Mais si on sait que ça ne marche pas, pourquoi on va faire des choses qu'on sait que ça ne marche pas? Ben, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas et on découvre et on expérimente. Et du coup, dans le cadre de Jolie,
on lance une campagne de référol et on se dit, on va demander aux restaurateurs de recommander leurs amis restaurateurs. Non, mais ça ne marche pas, les restaurateurs, ils ne se recommandent pas entre eux. Ben oui, mais on ne sait pas ça, tant qu'on ne l'a pas fait. Donc après, par contre, vous êtes tranquille pour des années. Mettre une publicité, on avait fait des ads également, publicité Facebook sans le prix. On avait décidé de le faire sans mettre le prix, parce qu'on ne voulait pas que la proposition de valeur soit le prix, mais le service. Donc on a travaillé sur cibler des restaurateurs avec la valeur sur le service et pas sur le prix. Bon, il y a un truc tout bête, et ça c'est parfait pour les logisticiens. Si vous voulez avoir du lead de prestataires en livraison, mettez des produits à livrer sans prix. Ils vont tous vous appeler. Mais moi, j'ai aucun client restaurateur. J'ai que des livreurs qui m'ont appelé en disant « je voudrais faire de la livraison pour vous ». Donc le fait de tester comme ça différents éléments, ça clarifie complètement le parcours à venir. C'est très contre-intuitif d'aller des fois dépenser $10, $15, $20 ou €1 sur des sujets comme ça, mais c'est important de les cocher. On est tranquille après, et quand on trouve les 10 € qui ont marché ou les 15 000 francs CFA qui ont fonctionné sur la méthode, on est vraiment tranquille pour pousser dessus très très fort. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous faites appel à un expert en growth marketing. C'est souvent vous faites un pas en arrière dans la réflexion et dans la méthodologie. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de Julie, et ça nous a permis vraiment de détecter. On va arriver sur le bout du travail juste après, mais en l'occurrence sur les expériences, c'était vraiment ça. Très contre-intuitif, très tourné vers la donnée, et ça a permis d'être vraiment tranquille pour la suite. Oui, bien sûr. Du coup, le temps de libération des hypothèses, pour nous, on a une plateforme aussi d'e-commerce au projet Casse-Tête. Et l'idée, c'était aussi qu'on avait essayé, donc on a un tableau d'hypothèses, on teste les hypothèses, mais il y a le temps avec lequel on teste, il y a l'audience sur laquelle on teste. Pour un seul truc, il y a 3 millions de paramètres, enfin j'exagère. Ouais. Mais du coup, j'ai entendu tout à l'heure que je l'ai testé sur 2-3 semaines. Enfin, quand je vois le nombre d'hypothèses, alors c'est une petite équipe, mais le nombre d'hypothèses que vous faites, ça prend combien de temps qu'on le fait, par exemple sur Johnny ou sur autre? Parce que bon, j'imagine que vous trouvez des réponses, mais ensuite, comment ça se passe? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a la phase de brainstorming où là, le tableau il est rempli, il y a énormément d'idées. Maintenant, toutes ces idées, elles vont pas être testées. On utilise une méthode, il y a des méthodes qui nous permettent de filtrer celles qui sont plus pertinentes que les autres. Notamment les premières hypothèses. On dit qu'on va chercher je parle anglais, low hanging fruits, c'est-à-dire les fruits qui sont les plus bas au milieu, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire notamment, parce que pour le faire, ça, j'ai pas besoin d'un développeur, j'ai pas besoin d'un expert d'État, etc. Donc ça, c'est les premières itérations qu'on fait, et on va simplement filtrer celles qui sont les plus rapides à faire, les non coûteuses, et celles surtout que je peux mettre en place rapidement. Parce qu'il y en a où si jamais il va demander l'autorisation du gars à la data, du gars là-bas, etc., ça va pas trop m'intéresser. Moi, j'ai besoin d'aller vite et de chercher à être le moins cher possible. Donc, si on prend ce filtre-là, nous permet de choisir les expérimentations que je vais prendre assez rapidement. Il y a une méthode, je t'en parlerai après si tu veux, qui nous permet justement de faire ce filtre des différents brainstorming et celles que je vais mettre dans les prochaines classes. Ça s'appelle l'ICE, donc je regarde ICE, ICE, grosse marketing, et tu verras cette méthode qui permet de choisir les expérimentations. C'est une sur ton tableau d'hypothèse, tu peux juste mettre deux colonnes, une colonne pour faisabilité et une colonne pour impact. Donc à quel point c'est simple à faire, de 0 à 10, et à quel point ça aura de l'impact de 0 à 10. Et après, tu fais le produit en froid et tu vas voir tout de suite ce qui va remonter et ce qui est le plus simple à faire et ce qui est le plus simple à faire. D'accord. Tu vas tester de manière. Oui, moi j'ai une question, c'est du coup tout à l'heure tu as montré les sites internet et un petit peu comment on peut améliorer l'expérience et ne pas perdre par exemple 20% des personnes par rapport à certaines modifications à faire. Mais moi ma question c'est est-ce qu'on peut arriver à un site un peu qui
Enfin, je pense pas qu'on puisse arriver à un site qui soit inaligne. Du coup, quand tu vas faire des modifications qui vont du coup prendre, par exemple, comme moi et Aude-Marie qui va en ligne, ça va nous parler directement. Mais est-ce que derrière, tu vas pas perdre d'autres personnes sur un autre. Mais en tout cas, quand je dis je vais tester, c'est que je vais rester bien évidemment sur la proposition de valeur que j'ai été avec sur 10. Oui. Ok. Mais je vais systématiquement faire un A/B testing, c'est-à-dire mettre live celle-ci, et après, mon 8 sur 10, ça va devenir l'homme à battre. Je dois essayer d'avoir 9 systématiquement. Je dois essayer la proposition de valeur, ou le logo, ou la couleur qui va me permettre d'aller chercher ce 9 sur 10, et le 8 sur 10 sera l'homme à battre. Ok, je vois. Et pardon, juste pour revenir là-dessus, est-ce que le fait de changer, donc peut-être tu perds, mais tu en gagnes d'autres, et que tu restes à 8, mais tu as gagné d'autres types de clientèle, c'est un objectif aussi ou pas? Ça dépend si c'est mon personnel ou pas. Est-ce que c'est les bons? Parce qu'il y a des clients qu'on ne veut pas. Des clients qu'on veut pas, c'est un peu cash. Non. C'est génial. Les clients dont on ne veut pas. Les clients dont on ne veut pas, sans qu'on veut perdre de temps. On passe beaucoup trop de temps par rapport au revenu. Les clients dont on ne veut pas, sans ce qu'on sait déjà quand on les signe, qui vont partir dans pas longtemps. Qui peuvent te remettre en question toi sur ta proposition de valeur, mais en fait c'est juste pas le bon client. Donc voilà, exactement. Il faut savoir dire non, ou tu sais que par rapport à la structuration de tes équipes, travailler pour tel montant, c'est pas calé, pas comme ça. Donc il y a des clients dont on ne veut pas. Et en fait, qui ne correspondent pas à ton business. Donc ça dépend de qui rentre, si c'est des bons, si c'est des mauvais. Ouais. Est-ce que cette méthodologie de growth marketing est aussi pertinente pour une activité qui n'est pas dans la tech? J'ai eu un début de réponse avec la banque privée, mais il n'y a pas autant de trafic pour une banque ou pour un cabinet dans la finance par exemple, qui est local, mais est-ce qu'on peut avoir suffisamment de points de performance, points de croissance pour faire nos analyses? Est-ce que ça vaut le coup en fait d'investir autant de temps et d'énergie dans cette analyse quand on a une activité qui a moins de volume et qui a moins d'indicateur? Alors, moi en tout cas, personnellement, je suis très branché, je suis plus digital qu'autre chose, mais il y a beaucoup de clients qui sont non digital qui me demandent justement de passer dans le digital. Mais la méthodologie d'expérimentation, si tu veux. D'ailleurs, on l'a fait avec lui. On était sur le terrain à Jamais le matin, où justement on essayait des choses physiquement, concrètement, sans digital, pour voir si ça fonctionnait. Est-ce que ça fonctionnait si je le fais comme ci ou comme ça? Est-ce que si je passe à 7h, c'est mieux? Est-ce que si je passe à 9h, c'est mieux? Donc on teste cela, on teste également dans le cadre de THG, on a testé justement les différents types de clientèle. En fonction des cibles de clientèle, on ne va pas les avoir en même heure. Donc ça, c'est voir ça sont des expérimentations différentes, mais qui nous ont permis d'avancer. Point important quand même, c'est sans ça, sans avoir justement une vision claire de son processus d'acquisition, de son processus de vente, comment fonctionne sa boîte, comment aller chercher des investisseurs. On va avoir une vision très précise de quand je mets 1 euro ici, ça vient de ça. Mon acquisition, c'est ça, je perds sur mon awareness, je perds 20% des clients, ok, j'arrive pas à chercher plus, mais c'est quand même dire que si je monte ma pub à 100 personnes, il y en a 8. Ensuite, dans mon activation, j'arrive à activer tant sur telle position de valeur. Il y a vraiment une science à avoir dans le marketing qui nous permet d'aller chercher des clients de croissance. J'ai répondu. Ça marche. On y va. Sauf si vous avez d'autres questions. Mais sinon, je vais vous proposer d'aller sur un des sujets que j'ai le plus travaillé sur cette nouvelle aventure que j'ai conduite avec Thomas, qui est Jolly. Donc, je vais prendre juste 2 minutes pour vous expliquer ce qu'on fait, pour que vous compreniez les exemples que je vais vous donner. Et l'idée, c'est derrière les transposer dans vos activités. D'accord? Qu'on aille se poser des questions pour que chacun puisse repartir avec éventuellement des réponses dans vos sujets. Donc nous, il y a de ça un peu plus d'1 an, 18 mois maintenant, on a décidé de créer une plateforme d'approvisionnement de fruits et légumes. D'accord? Donc initialement, comme ça ne fait pas sexy du tout. On ne voit pas le e-commerce, on ne voit pas la tech, on voit du vivrier. Donc on voit de la banane à l'eau trop mûre, qui va finir en claqueau, certainement avec des mouches. Okay? Au tout démarrage, c'est un peu à ça qu'on peut penser. Mais
c'est en vérité tout autre chose et beaucoup de passion dès lors qu'on va creuser à l'intérieur quels sont les besoins des différents interlocuteurs qu'on a. Donc, nous, ça va être les producteurs d'un côté et les restaurateurs de l'autre côté, puisque c'est ceux-là qu'on a définis comme étant notre persona. Donc, quelle méthodologie on a appliquée pour ça? C'est que déjà, on a commencé par se poser une question importante, c'est mon offre doit répondre à un besoin. Ça, c'est essentiel. Ce besoin, c'est un marché. Ce besoin, c'est de l'argent. Mais ce besoin-là, il doit avoir quelque chose de spécifique. Dans certaines écoles, on appelle ça les besoins durs. Douloureux, urgent, reconnu. C'est très théorique, mais ça fonctionne super bien. Donc, vous avez l'image là de quelqu'un qui a mal à la tête. Dans le cadre de Jolie, c'est exactement ce qu'on a été chercher chez l'ensemble de nos personnages, l'ensemble de nos cibles. Qu'est-ce qui leur fait mal? Dans le cadre des restaurateurs, fonction, on a trouvé 3 typologies de restaurateurs différents. Et dans vos clients, vous trouverez aussi peut-être plusieurs typologies de clients. Nous, on a trouvé de l'informel, de la dame qui fait de la loco. On a trouvé du semi-formel, une Sénégalaise qui fait du tchèp et qui utilise Glovo, Yango et qui fait 100 plats en livraison. Et on a trouvé du formel. Donc dans le formel, ça peut aller très loin, hein, sur un grand hôtel comme sur un shawarma. Donc là, on s'aperçoit que déjà, dans sa typologie client, celui qui va payer, il y a plusieurs typologies de personnes. Ça va être quoi leur besoin le plus douloureux? Ça va être quoi qu'on va résoudre? Et c'est là-dessus qu'on vient construire toute la valeur de sa boîte. Pour la dame qui fait de la loco, elle se lève à 3 h du mat, elle va à Djamé chercher 100 kg de bananes. Il n'y a pas de transport, il fait nuit, à Djamé c'est pas cool la nuit. Elle n'a pas de moyen de conservation et ça, elle se le tape toutes les nuits. Comme on le sait, ben c'est simple, on s'est levé tous les jours et on l'a fait avec elle. Pour voir à quel point c'était pénible d'avoir à se réveiller, d'avoir à marcher, d'avoir à prendre son argent sur soi parce que c'est du cash et d'avoir à aller à Djamé tous les jours parce que je ne peux pas conserver mes produits. En plus, il y a une autre contrainte. Il faut que je revienne vite parce qu'il y a les embouteillages et le transport va de plus en plus cher. Donc là, on s'est dit, oh là là, quelle souffrance. Elle, on peut faire quelque chose, c'est sûr. Est-ce que ça va valoir beaucoup d'argent? Mais est-ce que c'est un vrai mot de tête quotidien? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne le confie pas à quelqu'un? Ça ne marche pas. C'est tellement embêtant, c'est tellement pénible qu'il faut le faire soi-même. Après, on a regardé qu'est-ce qui faisait mal à la tête aux autres typologies de clients qu'on pouvait trouver sur la restauration. Le formel. Le formel, lui, il a un acheteur. Donc, dans le resto, il y a quelqu'un à qui on confie la mission d'aller acheter les produits. Et lui, il déclare les prix qu'il veut. Lui, il peut être payé 300 000, 1 million, il déclare les prix qu'il veut. Son patron le garde que pour la confiance qu'il lui donne. Parce qu'en gros, il me vole, mais ça va. C'est assez linéaire. Voilà. Donc, on ne mesure rien, tout simplement, parce que cet acheteur, il va au même endroit. Il va au marché Gouraud aussi tous les matins, avec une camionnette, des fois ça c'est différent. Donc là, le point de douleur pour celui qui va payer, c'est plus le même. C'est plus la pénibilité du travail. Le point de douleur là, c'est l'argent. Quand son gars s'en va tous les matins, ou quand son responsable achat s'en va tous les matins, lui, il est en train de voir son argent qui part aussi un peu. Donc, fonction des profils, on tombe sur des profils qui détestent ça. On tombe sur des profils qui tolèrent ça. Et donc, c'est tout ça qu'on va aller regarder. Et on va se rendre compte des disparités, des différences qu'on peut avoir dans chacune de ces typologies. Je vous donne un exemple. Le restaurant libanais, formel, shawarma, il tient sa caisse. Il n'envoie plus personne à Djamé. Il a arrêté il y a bien longtemps. À Djamé le livre, il paye un peu plus cher, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui paye. Par contre, c'est un super client en fruits et légumes, vous savez pourquoi? Il n'y a que ça dans un shawarma. Il n'y a que de la salade coupée, de la tomate et des oignons. Vous prenez un maquis comme Le Pan, le restaurant Le Pan. Impossible, il faut 6 mois pour leur proposer un produit. Parce que la boîte est tellement bien structurée, tout le monde fait tellement bien son travail, qu'en fait, le patron, il veut toucher à rien. Et quand on compare ses prix d'achat avec ce qu'on peut lui proposer, le risque qu'il prend, ses emplois, en fait, c'est super carré. Il a mis 10 ans à modéliser un truc qui fonctionne. Bon, ben, ce ne sera pas mon client. On en parlait tout à l'heure. Ce ne sera pas mon client.
Et ça ne gêne pas, il n'y a pas de point de douleur, c'est plus un mot de tête pour lui. Si moi, mon client, il n'a pas un mot de tête quand mes commerciaux arrivent, voilà, on vient d'aimer un mot de tête. Et ça permet vraiment de valoriser son offre, d'être sur de la rétention derrière, même si au moment de l'acquisition, on peut penser que c'est plus long, ça ne l'est pas. En vérité, ça ne l'est pas. Donc je voulais juste venir dessus. On parle souvent, là, c'est des exemples qu'il y a à la restauration, on parle souvent de la différence entre ce que peut être une vitamine. Je sais que je ne vais pas bien et que je suis fatigué, donc je vais prendre la vitamine. Mais ce n'est pas douloureux, c'est juste fatigant. Allez chercher ce qu'il y a de douloureux. Douloureux, c'est le Doliprane. J'ai mal à la tête, il me faut un Doliprane. Maintenant, c'est douloureux, je le sais, il faut que j'agisse maintenant. Si on détecte ça dans les besoins de ses clients, en général, on a vraiment réglé quelque chose. Mais dans la typologie des clients, ça peut être différent. Donc, dans le transport, ça peut être différent. Dans le web design, ça peut être différent. Dans l'e-commerce, ça peut être différent en fonction des produits que je vends, en fonction de la typologie. Mais ça, on a passé beaucoup de temps à aller creuser ça, à aller chez les clients, avant même qu'on ait des produits à vendre. On était un peu embêtés quand même à ce moment-là. Aller revoir les clients, enfin les prospects 4 fois, 5 fois, etc. pour comprendre ces sujets, pour réussir à les identifier et à les classifier. Mais c'est un travail qui facilite vraiment la croissance derrière. Et il parlait d'investissement tout à l'heure. Quand vous êtes parti sur cette documentation avant même de commencer à vendre, les investisseurs, ils aiment bien. Ils aiment bien, clairement ils aiment bien. Parce qu'il n'y a plus de marge d'erreur sur qui sont vos clients. C'est documenté, ça devient scientifique. On est allé 100 fois à Jamé avec différents clients, on est allé 100 fois à Socofray, on connaît les heures, on sait avec qui, on sait. Voilà. Et ça nous aide vraiment à designer une offre qui correspond au marché. Même si nous, le modèle qu'on a mis en place, il est présent partout ailleurs. Il est présent au Nigeria, il est présent au Ghana, il est présent. On n'a rien inventé. Mais on a réussi à le rendre adaptable, adapté à notre marché et à nos clients, à leurs spécificités. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps sur la nécessité d'aller creuser, avant même son offre, d'aller creuser les problématiques auxquelles on prétend répondre. Parce que très souvent, ça peut être très, très light. On a la chance d'être dans une économie où on a le vent dans le dos. Il y a plein de choses, même si on le fait mal, on va réussir à le vendre. C'est vachement bien. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Ce n'est pas le cas en Europe, c'est moins le cas aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, même si vous faites un truc pas trop cool, si vous tapez dedans fort, il y a des chances que vous le vendiez. Parce qu'il n'y a pas trop de compètes. Je suis désolé, moi je suis là depuis 2008. Je ressens très fort que quand même c'est assez facile d'aller chercher de nouveaux clients, de proposer ses produits. Je n'ai pas besoin d'aller 15 fois pour trouver un rendez-vous DG. Ou 2 fois, un petit coup de téléphone, 2-3 méthodes. Je suis passé sur LinkedIn, je t'envoie un message, je te rencontre. Je viens sur un événement comme celui-là. Demain, ça peut me donner accès tout de suite à l'IRI, tout de suite à Fricel. Donc, on est dans un environnement qui, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas qu'on dise que notre environnement il est trop compliqué. On a nos complications, c'est certain, on a nos réalités. Mais par contre, quand on suit certaines méthodologies, vendre, c'est pas dur. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce qui, pour moi, m'a intéressé en premier. Et c'est toujours quelque chose que j'ai mis en avant, c'est toujours quelque chose sur lequel j'ai pu comprendre assez profondément qu'est-ce que j'allais régler chez le client prêt à payer cher. La dame, quand elle paye son sac de bananes tous les matins avec moi au prix d'Adjamé, ça a une certaine valeur. La qualité de service ne fait pas qu'elle paye plus cher, mais la qualité de service peut permettre de la fidéliser. Donc vous verrez après, dans les catégorisations de clients, que ce soit des clients premium ou des clients beaucoup moins premium, très souvent le prix va permettre de capter le client. Le client pas premium, c'est le prix qui va le garder. Mais le client un peu plus premium, le service, le temps, etc., la récurrence, la qualité de service que je propose, souvent ça. Moi je remarque quand même très très clairement que la qualité de prestation permet la rétention, permet également la recommandation. Donc voilà pour mon premier slide. Est-ce que vous avez des questions dessus? N'hésitez pas, ou même une remarque, un témoignage équivalent ou contraire. Yes. Je me lance. Du coup, Johnny,
c'est un parfait exemple pour moi parce que pour le coup, vous servez